bienvenue à vous, cher public du Grand Auditorium du Collège des Bernardins. Bienvenue aussi à ceux qui nous suivent sur Internet. Je m'appelle Didier Pourquerie, je suis directeur de la rédaction du site The Conversation, partenaire du Collège. Alors, le débat d'aujourd'hui s'inscrit dans le cycle des raisons de croire, ce qui ne se dit pas, mais ce qui s'écrit, ouvrir l'horizon de nos quêtes de sens, et il a pour titre, donc, En quête de sens, en quête de quoi? Alors, ce thème recouvre quelques questions tout à fait actuelles. Développement personnel, méditation, reconversion professionnelle, changements radicaux de parcours, des expériences susceptibles de nourrir notre désir de sens ne cessent de se décliner sous des formes variées. Notre société contemporaine semble s'imprégner peu à peu des exigences d'une vie qui cherche utilité ou intensité, ou même les deux à la fois. Vers son fort intérieur, ou vers Dieu, pour les autres ou pour les siens, les quêtes de sens contemporaines replacent notre humanité au cœur de notre préoccupation. Alors, expression passagère ou tendance profonde, on entend partout parler de chercher du sens ailleurs. Que disent-elles de ce que nous sommes et de ce que nous voulons être? Chercher le sens de sa vie est-il un luxe, un privilège de certains, ou au contraire ce qui fonde notre humanité? Alors, pour réfléchir ce soir sur la question du sens, et nous recevons de votre droite à votre gauche Jean-François Serre, bonsoir. Vous êtes référent national de l'association Mona Lisa, qui lutte contre l'isolement social des personnes âgées, après avoir été engagé chez Emmaüs et aux Petits Frères des Pauvres. Vous êtes membre du Conseil économique, social et environnemental. Et dans votre dernier ouvrage, Engageons-nous en fraternité, paru aux éditions Le Pommier en 2017, vous livrez votre vision d'un engagement humain, autant social que spirituel. Gemma Serrano, que vous connaissez bien parce qu'elle est souvent avec nous, vous êtes directrice du département Humanisme numérique et professeure de théologie à la faculté Notre-Dame. Bonsoir. Bonsoir. Vous connaissez bien et c'est mardi donc, et vos travaux portent également sur le rapport entre psychanalyse et foi. Gilles Vernet, vous êtes bonsoir. Vous êtes un ancien trader, désormais instituteur dans le 19e. Auteur et réalisateur du film documentaire Tout s'accélère, avec une de vos classes de CM2. Vous y invitez le spectateur à décélérer face aux signaux de l'épuisement de notre système et de nos vies. Vous êtes aussi l'auteur de l'ouvrage Tout s'accélère, dont un chapitre est intitulé En quête de sens. Et vous êtes aussi auteur d'un livre plus ancien qui s'appelle Maman mourra un jour, édité chez Carnet Nord, dans lequel il est beaucoup question de quête de sens également. Alors, on va commencer par cette question toute simple, puisque un certain nombre d'entre nous ici ont des engagements. Que veut dire pour vous chercher le sens? Alors, là, je suis à la recherche d'un témoignage. Jean-François Serre. Alors, si cette question s'adresse à mon parcours, parce que c'est un peu de ça que vous parlez, moi, je me trouve là dans un espace de connaissance, de savoir. Et moi, dans toute ma vie, c'est pas le savoir et c'est pas la connaissance qui m'a mobilisé. C'est le fait de vivre, en fait. Et je cherchais à vivre et à exister, à me sentir vivre. Voilà. Et dans l'ensemble de mon parcours, il y a des moments où j'avais le sentiment que c'était plus comme ça. Et donc, j'ai fait des choix qui étaient des choix relativement radicaux. C'est-à-dire, j'ai commencé par, quand j'étais jeune, faire un retour à la terre extrêmement réel. Hein. Donc, j'ai passé 3 ou 4 ans quand j'étais adolescent et jeune, à vouloir être agriculteur. Puis ensuite, j'ai fait les Beaux-Arts de Paris, je suis devenu artiste. Et puis ensuite, je me suis engagé comme gardien de cité, dans une cité HLM pendant
pendant 10 ans, et puis j'ai fait du développement social. Puis ensuite, j'étais au Petit Frère d'époque. Vous voyez, en fait, c'était pas tellement un parcours de connaissances, c'était plus pour vivre. Et évidemment, ça me pose la question, presque a posteriori, ce mouvement-là, est-ce que ça crée un récit qui a du sens pour moi? Est-ce qu'il y a un récit biographique de tout ça? Est-ce que finalement, je m'y suis trouvé ou je m'y suis perdu dans ces étapes successives? Alors c'est une question qui reste ouverte dans ma vie. Mais vous cherchiez quelque chose dans ce parcours? Et je crois qu'il y avait... Puisqu'on parle de quête. Je crois qu'il y avait, enfin, je le dirais peut-être un peu comme ça, une tension entre une dynamique d'expression de soi, c'est-à-dire quelque chose de l'ordre de la création, de quelque chose qu'on trouve en soi, et le fait que, en fin de compte, c'est malgré tout dans la... ça n'a aucune valeur si ce n'est pas tourné dans une vraie relation à l'autre. Donc cette tension entre soi et l'autre, elle est tout le temps présente. Bon, il y a sans doute ça. Puis il y a quand même la beauté du monde. Alors la beauté du monde, ça c'est quelque chose qui... il faut que vous expliquiez ça. C'est-à-dire que il y a des moments, enfin en tout cas dans ma vie, il y a des moments, puisque vous l'avez dit, j'ai une vie assez engagée, donc cet engagement nous invite à beaucoup d'actions, d'efforts, de travail, de tension et de mobilisation. Et puis cet engagement parfois vous laisse un peu empreinte cette tension et tout d'un coup la beauté du monde vous remet dans le sens. Voilà. C'est-à-dire tout d'un coup en marchant à pas un peu plus lent, la beauté d'une lumière, le son du fleuve qui passe, la beauté des gens qu'on rencontre, la beauté des femmes, la beauté du monde, tout d'un coup redonne sens à l'ensemble. Voilà, donc Alors, vous parliez d'avoir un pas plus calme. Alors, Gilles Vernet, justement, c'est ça votre parcours. On sent que vous étiez trader et puis tout d'un coup, c'est comme quand on réduit le rythme. D'ailleurs, c'est le but de ce livre, de nous parler de l'accélération du monde et comment s'en sortir. Là, vous avez calmé le jeu. Et vous avez cherché autre chose, c'est ça ou c'est... Oui, c'est surtout que j'ai essayé d'échapper à une forme de non-sens déjà, qui était la finance dans laquelle je travaillais, qui est quand même un peu au cœur du non-sens qu'on peut percevoir dans la société. C'était en 2001 que j'ai quitté. Donc il y avait deux éléments. Il y avait mon sentiment de participer à quelque chose qui nous menait dans l'impasse écologique, environnementale, mais aussi dans le creusement des inégalités, enfin tout ce qu'on observe d'ailleurs aujourd'hui, qui pose la question du sens de notre société, d'une certaine manière. Et puis après, j'étais confronté à quelque chose de très personnel, qui fait d'ailleurs très souvent, pour plein de gens, qui fait surgir la question du sens dans leur vie, c'est la mort. Puisque ma mère n'est pas morte, mais elle était atteinte d'une maladie incurable. Et donc, il s'est imposé à moi de stopper la course, justement. Et lors des projections du film, quand je discutais avec le public, c'est absolument frappant de voir comment, quand on est confronté, parce qu'elle est assez absente de nos vies, hein, et quand on est confronté d'un seul coup à la mort ou à l'accident ou à la maladie, d'un seul coup, les gens, c'est comme si ça mettait en abîme leur course contre le temps, leur fuite en avant, quoi. Et d'un seul coup, moi, ça m'a poussé en tous les cas à m'arrêter profondément, à passer du temps avec ma mère. J'ai appris à ce moment-là, c'est ce que je raconte dans le livre Maman mourra un jour, mais j'ai appris énormément. Enfin, disons que j'ai sans doute construit le sens de ma vie à ce moment-là. Et puis, je suis devenu instituteur parce que, d'abord, c'était un moyen de répondre au fait que ma mère était en fin de vie et que là, j'étais projeté avec ses petites vies en devenir plutôt vers la vie, mais aussi vers le sens. C'est un des métiers qui, quand je pense à mon métier passé, à ce que je fais aujourd'hui, voilà, je suis toujours frappé dans l'écart entre l'absence de sens profonde qu'il y a dans la finance. Il faut vraiment le concevoir. Il y a très peu de sens à part
faire plus, mais au fond, il y a un manque de matière et beaucoup d'argent. Et quand on est instituteur, beaucoup moins d'argent, mais d'un seul coup, des gratifications qui compensent complètement. On ne pense plus trop à l'argent, en fait. On est nourri par l'humain, comme sans doute vous le vivez aussi. Voilà. Et donc, votre quête de sens, vous estimez qu'elle continue aujourd'hui, ou vous avez trouvé votre place, ou vous avez l'impression que ça continue tout le temps? C'est difficile de dire on a trouvé sa place, mais bon, en tous les cas, oui, j'ai le sentiment, en tous les cas, d'être à ma place, et du moins d'aller dans le bon sens. Voilà. Maintenant, c'est plus le sens de la société qui m'interroge et que j'interroge dans Tout s'accélère. Qu'est-ce que c'est que cette société où justement on est confronté à beaucoup de non-sens? Les gens disent, ils ont un peu l'impression de courir comme des canards sans tête. Ils sont tellement dans l'urgence, la pression permanente qu'ils n'ont absolument plus le temps du recul. C'est Philippe Lyotard qui disait dans un monde où le succès c'est de gagner du temps, penser n'a qu'un défaut mais incorrigible, c'est d'en faire perdre. Et prier pour ceux qui croient, philosopher, le champ spirituel et s'appauvrit à mesure que le matériel et les communications envahissent nos vies. Juste une question concernant votre travail, votre profession actuelle. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir le temps de faire votre travail face à ces jeunes de CM2, ou est-ce que vous avez l'impression, là aussi, d'être sous pression du temps? Alors ça, j'ai eu la chance d'avoir un ami quand je suis devenu instituteur. C'est grâce à lui que je le suis devenu. Donc, il m'a pas mal influencé parce qu'il trouvait vraiment sens à sa vie. Et quand je suis devenu instituteur, il m'a dit, bon, attention, tu as quand même 15 ans dans l'entreprise, donc le programme, libère-toi, d'accord, fais-le, mais ne pense pas que tu pourras faire le programme par rapport à cette pression dont peuvent faire état souvent les professeurs. Et il m'a dit, enseigne ce que t'aimes. Voilà. Et j'ai suivi ce conseil et je pense que c'est le meilleur conseil qu'on m'ait jamais donné. Après, évidemment qu'il y a un programme, mais vous me faites peur. non, mais oui, mais après, c'est Montaigne qui disait enseigner, c'est pas remplir un vase. Non, éduquer, c'est pas remplir un vase, c'est allumer un feu. Oui, ça. Voilà, allumer un feu. Et c'est pour ça, il n'y a rien de tel que d'enseigner ce qu'on aime, quoi. Même, enfin, d'axer son enseignement sur ce qu'on aime. Gemma Serrano, est-ce que dans votre réflexion, il y a quelque chose de commun à toutes ces recherches de sens différentes? Est-ce que vous y voyez des points communs? Parce qu'on en voit beaucoup de gens aujourd'hui qui sont dans cette quête. Je crois que l'essence, ces quêtes, on cherche un sens, on peut peut-être se fabriquer, se faire un menu d'essence, mais il se reçoit aussi. Et il se reçoit, pour ma part, de différentes manières, et il se reçoit dans la relation avec les autres. Dans la construction commune qu'on peut faire, ça peut être une petite discussion tout simplement, mais ça peut être un clin d'œil avec quelqu'un que je ne connais pas nécessairement, mais qu'on a pigé en ce moment. Il y a un sens qui se fait, une communion, quelque chose qui s'établit. Un sens se reçoit quand on est professeur. Moi, c'est plus de 20 ans que j'enseigne. Et qu'on allume ce feu. Quand on voit que ça brille et que c'est mis en mouvement. Parce que ce n'est pas uniquement ils ont compris, voilà, c'est arrivé. Ça donne les goûts. Hein. Savoir, c'est s'appeler, c'est une saveur. Donc, mettre de la saveur, hein, et donner ses goûts, pour moi, est vraiment quelque chose qui se reçoit, qui se construit ensemble. Et, ça, c'est un premier lieu pour moi de ce sens dans l'enseignement, mais aussi dans les relations avec des personnes en difficulté ou en détresse, ou dans la vie de tous les jours où on pleure, on rit, on chante, on s'en va, on se désespère, on se tire les cheveux, on n'en peut plus, on hurle. Bon, voilà, les quotidiens, je veux dire. L'essence, ce n'est pas l'apaisement du vivre. Hein. Ce n'est pas parce qu'on trouve qu'on est apaisé. Ça se saurait. Et la seconde lieu où se reçoit pour moi le sens,
ça a été vraiment dans l'écoute de la parole de Dieu et dans la prière. Dans cette prière quotidienne qui rythme les rythmes des heures, dans laquelle on s'arrête selon les heures du jour. Et donc là, vraiment, même si je suis prise, comme tout un chacun, dans l'agenda, dans les horaires, il y a un moment dans les heures où ces moments, les sens apparaissent. Les sens comme sensation, comme sentiment, comme direction. Et du coup, ça reprend pour moi les rythmes de la journée. Et puis, une autre chose dans laquelle je vais déjà réagir, même si l'essence de la manière où j'ai pu l'approcher a été d'une manière intellectuelle, il n'est pas du tout séparé de la vie. Une idée qui ne fait pas vivre, c'est une idée morte, ou qui procure plutôt de la mort. Donc pour moi, la théorie et la praxis, c'est qu'on énonce, a quelque chose à voir de profondément existentiel. Et donc, essayer de pouvoir dire, penser, pas sur les nuages où c'est très beau, c'est très difficile, et il paraît que comme c'est très difficile, ça semble que tu es très intelligent, mais c'est pas parce que c'est difficile que c'est très intelligent. Mais les gens aiment quand on fait complexe. Et si on fait simple, quand les gens comprennent, ils disent tu dois pas être très, très, très poussé là. Donc, vous voyez, je pense que l'intellectuel, vraiment, c'est le lieu aussi d'une expérience. Et c'est le lieu d'une vie. Et si les choses ne vont pas ensemble... Il y a une quête intellectuelle aussi. Il y a une quête intellectuelle, mais qui est profondément associée à un vécu. Et si ça ne marche pas, tu peux dire tous les bons idées très complexes, on va te dire tu es complexe, c'est difficile. Mais ça passe pour personne. Il y a quand même une question que j'ai oublié de vous poser, Gemma, qui est évidente pour vous, qui est théologienne. Quelle place la tradition chrétienne fait à l'idée de sens? Où est-ce qu'il y a marqué le sens dans la tradition chrétienne? Tel qu'on les comprend dans la modernité, nulle part. Parce que, voilà, soyons clairs, moi, la question des sens me tape sur les nerfs. Je vous le dis déjà. C'est pour ça qu'on vous a fait venir. Voilà. Parce que le sens... Si on prend dans la tradition chrétienne, c'est les sensus. Hein? Et les sensus, quand il apparaît, c'est vraiment et la sensation, donc c'est tout ce qui a à voir avec nos corps. Hein? Voilà. C'est une perception. Hein? C'est tout ce qui est le sentiment. Et c'est aussi tout ce qui est la signification et direction. Et toutes ces trois choses, au moins dans la tradition, c'est vraiment... un sentir qui est incarné. C'est un sentir qu'on le sent, quoi. On voit des gens qui dégagent ça et que ça s'incarne, ça se transmet. C'est pour ça que les sens s'accueillent aussi dans les corps des autres. Et aussi leur désespoir qui est plein d'essence, ou les non-sens. Quand on dit non-sens, est un sens. Hein, c'est pas comme ça. Et puis, pour revenir à une phrase que vous avez dit, mais je pensais à Aelred de je prononce toujours mal, Aelred de Rievaulx. C'est un moine cistercien qui commence un dialogue avec son disciple et lui dit, au lieu de l'éduquer surtout, il lui dit, pour commencer vraiment à penser, à prier, ton chemin, est-ce que tu te sens vivre? Voilà. C'est la question qui est posée. Est-ce que tu te sens vivre? Après, on peut dire qu'est-ce que vivre? Mais c'est sentir déjà, est-ce que tu te sens vivre? Est-ce qu'il y a une sensation, un sentiment, une signification, une direction qui fait que ta vie, tu es là, quoi. Tu vis, tu éprouves d'une manière passive de vivre, parce qu'on n'a pas... Sauf si on décide de s'annuler, on vit, on la reçoit à la vie, hein, on ne se l'a pas donnée aussi. Est-ce que tu sens ce que tu reçois et ce que tu construis aussi? C'est la première question qui est posée aux disciples. Est-ce que tu te sens vivre? Donc, justement, voilà. J'ai envie de vous poser la question. Jean-François Serre, est-ce que vous vous sentez vivre? C'est ce que je disais tout à l'heure. Je crois que c'est vraiment ce qui...
ce qui construit un chemin. Alors, oui, un chemin de sens. Enfin, c'est ce qui construit un chemin. Voilà. Donc, quand on est dans le chemin, eh bien, on sait qu'on vit. Voilà, à un moment, on sait qu'on vit. Et ce sentiment de vivre, en fait, il nous amène dans des expériences qui sont des expériences parfois un peu anachroniques. Parce qu'en fait, quand on cherche à savoir si on vit, souvent, la première démarche qu'on fait, c'est qu'on se regarde. On se dit, voyons, est-ce que je vis? Qu'est-ce que je sens? Est-ce que je suis dans la vie? Et puis, assez rapidement, et comme vous l'avez très bien dit, on est très vite dans une impasse. Parce que finalement, ce soi est une sorte de trou noir, en fin de compte, infiniment inaccessible et infiniment vide s'il n'est pas éclairé par l'autre, comme vous l'avez très bien dit. C'est-à-dire qu'en fait, on ne vit quelque part que dans la reconnaissance qu'on trouve dans l'œil de celui qu'on rencontre. Et donc, on est dans cet antagonisme que là, je vous laisserai en parler, qui est, lorsqu'on se perd, c'est à ce moment-là qu'on se trouve, quand même. Voilà. C'est-à-dire que dans l'engagement, il y a ce fait d'exister, c'est-à-dire sortir de soi pour aller à la rencontre. Et dans cette rencontre-là, il se passe quelque chose qu'on ne maîtrise pas, qu'on reçoit, effectivement, je pense, qui est autour de se dépasser. Et dans ce dépassement-là, eh bien, oui, il y a quelque chose que je reçois qui est très mystérieux, hein, mais qui, tout d'un coup, fait que je suis dans la vie, oui. Alors, vous sentez vivre, Gilles Vernet? Oui, mais exactement pour ce que vous avez dit, c'est pour cette relation au monde. Ce que vous disiez me faisait penser au dernier livre d'Hartmut Rosa, qui a écrit Accélération, et dont est parti mon film Tout s'accélère. Et dans son nouveau livre qui s'appelle Résonance, voilà, il souligne qui est excellent, le besoin fondamental qu'on a de résonance avec le monde, que ce soit avec la nature, hein, vous en parliez, la beauté, mais je veux dire, immédiatement, elle donne sens. On n'a plus trop besoin d'être tourné vers l'ego, ça va bien. La relation à l'autre, c'est pareil. On se dissout, et on fait sens dans un groupe, plutôt qu'isolément, comme vous le dites. Et cette idée de résonance, je la trouve très riche, parce que, bon, sa thèse, c'est que justement, le monde actuel, si on y prend garde, nous coupe un peu de ces résonances. Quand vous êtes face à une classe de CM2, cette résonance, elle prend tout son sens, c'est le cas de le dire. Oui, enfin pas plus tard qu'aujourd'hui, j'ai eu des moments d'une richesse humaine. Fort même, hein, dans les classes. Oui, alors bon, après, ça c'est un autre aspect. Ça peut être moins sympathique, mais là c'était un élève, voilà, qui pleurait. J'ai appris, il m'a raconté ce qui lui arrivait. Enfin, il y a des moments d'une richesse humaine où on sent qu'on lui fait décliquer des choses et hop. C'est extrêmement riche, voilà. Et ça, ces résonances-là, elles sont inestimables. Et je pense que voilà, il n'y a pas besoin tellement de chercher plus loin que ça, le sens. Alors, je voudrais qu'on parle maintenant de ces quêtes de sens. Qu'est-ce qu'elles disent de notre temps? Pourquoi c'est maintenant? Pourquoi c'est maintenant que tous ces gens, nous tous, on est dans la quête de sens. Alors, Gemma Serrano, puisque on a commencé à en parler, pourriez-vous nous dire un mot sur les propos de Jean-Paul II dans Fides et Ratio, qui observait que le phénomène contemporain de fragmentation du savoir, on en a souvent parlé ici, hein, rendait difficile et souvent vaine la recherche de sens, et que l'on pouvait même se demander si cela avait encore un sens de s'interroger sur le sens. Je suis sûr que vous avez quelque chose à dire là-dessus, Gemma. Alors, dans les contextes dans lesquels il dit ça en Fides et Ratio, c'est pour dire que cette fragmentation des savoirs et des différentes disciplines qui ne se parlent pas entre elles, et il y a les domaines de spécialisation, il n'y aurait plus une unité qui peut se faire. Ça ne veut pas dire que l'unité soit l'homogénéisation et que tout le monde aille dans chaque discipline passer la même chose, sinon que il est à penser ce qui est commun à l'humain et qu'est-ce que c'est un savoir
qui interroge l'humain dans la pluralité des possibilités et des manières de l'approcher, mais qui cherche cette interrogation commune sur l'homme. Et donc, il posait la question de comment, dans cette fragmentation, encore à nouveau, penser cette unité de sens, hein, cette unité des savoirs. Voilà, c'est... Donc c'est plutôt parler de dispersion plutôt que de sens, quoi. C'est-à-dire le fait qu'il y ait une certaine dispersion de nos à la fois de ce qu'on cherche par le savoir, mais aussi de ce que on essaye d'atteindre chacun séparément. C'est ça, quoi. Contre quoi il s'élève? Il s'élève contre le fait que il n'est plus qu'on fait un dialogue des sourds quand on parle entre différentes matières. C'est pour ça que c'est très à la mode maintenant, l'interdisciplinarité. Par exemple, parce qu'on essaye de parler entre différentes matières, mais je vous dis parce que je suis dans des équipes de recherche, parfois, pour ne pas dire souvent, sauf si les équipes, je vous dirais combien ça commence à marcher, au moins dans mon expérience de chercheur, c'est que beaucoup de fois, l'interdisciplinarité, c'est juste la position de discours. On parle tous de la même chose, mais chacun parle de son point de vue, point barre. Et puis, on est tous très contents, mais personne n'a parlé ensemble. Parce que, voilà, moi, celui m'a raconté un truc, l'autre un truc, mais il n'y a rien eu qui soit transdisciplinaire, si on le met dans ce sens. Et c'est que je peux faire l'expérience dans ces années de recherche que mes équipes interdisciplinaires commençaient vraiment à s'entendre quand des relations, des confiances, des projets communs, d'amitié s'établissaient. Autrement, ça ne marchait pas. C'est aussi bête que ça. Et quand chacun se mettait dans une position d'apprendre de l'autre, et pas de dire j'ai fait École normale sup, j'ai fait Sciences Po, j'ai fait Polytechnique, je suis très intelligent, je vais vous le démontrer. Et sinon, qui disait, mais tiens, j'en sais rien et j'ai tout ça à apprendre. Et ces questions que tu poses de cette manière, ça m'interroge moi. Donc, c'est là où il y a une unité de savoir qui va se faire, parce que ces différents discours vont s'entendre, vont se laisser interroger, vont se mettre en position d'ignorance, en position de confiance pour pouvoir déclarer son ignorance, en position de partage et de quête du coup de quelque chose pas unique à dire, hein, c'est pas à nouveau, c'est pas l'homogène, mais d'uni qui puisse se dire de manière plurielle. Et ça, c'est là où les sens et donc du coup les recherches sont fécondes, mais ça met beaucoup de temps. C'est pas, voilà. Jean-François Serre, je vous voyais prendre des notes pendant ce temps-là. Vous avez envie de réagir à ça parce que... Oui, parce que là, ça résonne beaucoup sur l'expérience qui est la mienne autour de la question de l'isolement social. C'est-à-dire que mon expérience, c'est de rencontrer un nombre considérable en fait de gens, de nos concitoyens en fait qui ne disposent d'aucune relation qui ont de cette qualité qui nous permet de dire qu'on compte pour quelqu'un, qu'on a quelqu'un sur qui compter. Et donc, dans cette dispersion relationnelle, l'intervention sociale, notre modèle de protection sociale est en déprise, en fin de compte. Donc, de la même façon que les universitaires sont par thème, l'intervention sociale, médico-sociale, sanitaire est aussi en silo. Donc on va s'occuper de certaines situations, de certains publics, de certaines difficultés, et qui fait qu'on crée de la protection, qu'on crée de la reconnaissance, qu'on crée de la participation, et qu'en fait, tout notre modèle de protection sociale, en fait, est bâti sur le fait que ça existe. Or, la grande difficulté, c'est que c'est en train de se défaire. En tout cas, c'est beaucoup moins solide. Ça a beaucoup de mal à se revitaliser, en fait, parce que ces liens sociaux, j'allais dire, ces relations entre nous sont mis à l'épreuve de façon inouïe, vraiment inouïe. Votre manière de répondre à la question que je posais sur pourquoi les quêtes de sens, ce qu'elles disent de notre temps, vous dites, si j'ai bien compris, il y a une distanciation, enfin, le lien social se distend,
les inégalités se creusent et il faut bien qu'on s'engage pour compenser ça. C'est ça. Et la voie de l'engagement, c'est pour ça que je trouve que ça résonne beaucoup. La voie de l'engagement, en fait, c'est la pratique de la solidarité collective, c'est-à-dire de l'altérité, de la rencontre et de la construction commune. Donc les formes de coopération, ce que vous présentez, c'est les coopérations, une culture de la coopération, une culture de la construction collective, et de mon point de vue, un impératif historique. C'est-à-dire qu'en fait, cette question posée sur l'unité, elle est en fait une question écosystémique, enfin une question écologique. La question sociale, il faut avoir un regard écologique de la question sociale. Et de fait, ça pose vraiment la question de remettre au cœur de ce qui fait sens la co-construction. On reconstruit la société, en fait, et je crois que l'associationnisme, ce qui fait qu'on s'associe ensemble dans des projets extrêmement simples, qui peuvent être fondés, et c'est l'expérience qu'on mène avec la mobilisation contre l'isolement, où on fait émerger ce qu'on appelle les équipes citoyennes, c'est-à-dire à partir de l'engagement des habitants, à 2 ou 3, eh bien, se construit véritablement quelque chose de l'ordre de la force nucléaire de la société. Voilà. Et là, il y a quelque chose, je pense, de l'ordre de l'espérance, sur le sens. Alors, Gilles Vernet. Oui, moi, ce qui me frappe, c'est l'absence de sens qu'on peut avoir dans la société. Quand vous parlez de toute cette misère qu'on peut voir, il y avait une phrase de Russell que j'adore, qui disait au début du XXe, il disait on avait les moyens de fournir un peu le confort et une société un peu équilibrée. On a choisi le surmenage pour les uns et la misère pour les autres. Aujourd'hui, on a un monde comme ça où on a du mal à se dire qu'il y a autant de richesses, autant de gens pauvres. Ça pose une question de sens quand même assez grande. Donc les inégalités sociales qui se creusent un peu structurellement, etc. Et alors pourquoi ça ? Et pour moi, on parlait de la complexité, de la fragmentation du monde, et aussi de cette globalisation, on pourrait dire. C'est-à-dire qu'il est d'autant plus complexe qu'il est grand, avec plein d'interactions partout, des réseaux, des communications. Qui comprend l'ensemble du monde aujourd'hui, c'est très difficile. Et qu'est-ce qui fait très commun, qu'est-ce qui fait unité dans tout ça ? La seule chose qui permet de valoriser, d'agréger tout ça, c'est l'argent. C'est le chiffre, en fait. On raisonne de plus en plus. Quand on regarde comment fonctionne une multinationale immense, elle va fonctionner, c'est tellement complexe, tellement grand. Elle ne peut pas faire remonter la vie de tout le monde. Donc, grosso modo, elle va fonctionner avec des tableurs Excel. Enfin, que serait une multinationale sans les tableurs Excel ? On est tous dans des chiffres, etc. Et cette invasion comme ça, c'est le fait que le seul trait commun, on obéisse en fait à travers le fait que le seul trait commun à toute cette complexité, ce soit l'argent, on obéit de plus en plus à des phénomènes exponentiels, ce que j'explique dans le film et le livre, puisque le profit doit augmenter, les choses doivent augmenter, mais simplement l'exponentiel, et pour le coup, pose une grande question de sens. C'est une fonction qui va tout de suite vers l'infini, et donc à moins de se prendre pour des demi-dieux, c'est un peu absurde de fonder notre système sur des développements exponentiels. Et ça pose la question du sens à chacun d'entre nous. Je pense que si les gens ont autant besoin de sens, c'est parce qu'ils sont confrontés à un non-sens. Le fait qu'on vous dise, voilà, on va droit dans l'impasse écologique, ça, alors là, c'est tous les jours à la télé, c'est manifeste, mais on y va quand même. Grosse question de sens quand même. Les gens disent, ah bon, les inégalités ne cessent de se creuser, mais personne ne le souhaite, au fond. Ben alors pourquoi ? Question de sens encore. Et donc face à ça, je pense que les gens, ils sont en recherche de sens, et le premier sens, je suis d'accord avec vous, c'est l'humain, quoi. Mais à une échelle nucléaire, effectivement, à une petite échelle. Si je peux me permettre, sachant que moi, je pense qu'il faut aller un peu plus loin que sur la question des inégalités. Évidemment, c'est juste scandaleux. Voilà. Mais c'est plus profond. En fait, il n'y a pas seulement des écarts d'inégalité. Il y a simplement un certain nombre de personnes qui sont poussées dans l'inexistence. Ce qui est quand même beaucoup plus fondamental encore.
C'est-à-dire qu'en fin de compte, on va vers un monde où certains vont exister et d'autres n'existeront plus. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus de place du tout. Ils se deviennent totalement invisibles et tout d'un coup, ils apparaissent alors qu'on les avait totalement oubliés parce que, par hasard, ils ont trouvé des armes pour se faire connaître. Ou dans les élections, hein, quand même. Ou dans les élections, voilà, mais c'est des armes pour se faire connaître. Voilà. Et donc, je pense qu'il y a une vraie question, j'allais dire, autour... Et c'est pour ça que je pense il faut s'en saisir, mais je pense qu'on a beaucoup œuvré pour l'émancipation et pour l'égalité. Si on n'entre pas dans l'ère de la fraternité, c'est-à-dire construire la relation dans un respect de la dignité de l'autre, quelle que soit sa situation, quelle que soit sa vulnérabilité, quelles que soient ses capacités, de façon à construire une société de bienveillance, eh bien, là, on cherchera longtemps à réduire les inégalités. Alors, dans tout ce que vous dites, là, il y a un point commun. Je voudrais qu'on passe à la troisième partie de ce débat, qui est que disent nos quêtes de sens de nous-mêmes. Et quand je vous écoute parler, on a l'impression que l'engagement est un moyen sûr de donner un sens, c'est-à-dire, ou un vecteur, j'en sais rien, j'ai peut-être pas le mot correct pour ça, mais en tout cas, on sent que l'engagement est au centre. Et on le sent, on en parlait tout à l'heure, on sent ça. Moi, je suis frappé quand je vois de Forum Convergence chaque année, tous ces jeunes qui sortent d'écoles prestigieuses, etc., qui disent, nous, on n'a pas envie d'aller dans les grandes entreprises, on a envie de faire autre chose. Et d'aller dans des ONG, d'aller dans des choses comme ça. Bon, alors, et de s'engager, chose qu'on ne peut pas faire vraiment dans une entreprise. L'entreprise nous engage, mais nous, on n'est pas forcément engagés. Alors, est-ce que vous pourriez revenir sur cette question de l'engagement, s'il vous plaît ? Pour rebondir sur ce que vous disiez sur les jeunes, c'est très très frappant. Toutes les entreprises en parlent, elles ont du mal à les recruter. Et j'ai fait des rencontres avec le film avec des jeunes. J'étais frappé pour ceux qui étaient présents, de constater à quel point ils ne croient pas trop au monde qu'on leur propose. Ils voient un peu leurs parents se tuer à la tâche. On leur dit l'avenir est un peu bouché. Donc eux ont vraiment une question de sens très très marquée. Et ce qui est dans le film, le fait que les enfants, pour moi, le sens se situe là. Bon, c'est un peu une porte ouverte, mais le futur, les générations futures, quand c'est frappant dans le film de voir quand les enfants parlent comme ça de l'absurdité de cette course. D'un seul coup, vous avez des adultes qui sont frappés par cette parole d'enfant qui les touche. Et je pense que dans la mesure où les jeunes vont vivre, savent qu'ils vont vivre tout le monde qui se dessine, eux ont véritablement besoin d'être sûrs qu'ils s'inscrivent quand même dans du sens. Nous, on continue un modèle qui s'achève, je pense. Eux sont sans doute en train de dessiner celui qui va devoir succéder, ou du moins on peut espérer. Est-ce que l'engagement, justement, est-ce qu'ils vont s'engager, c'est-à-dire se dire, on peut changer nous, on peut avoir une action, c'est ça? L'engagement, c'est quand on peut avoir une action. Oui, absolument. C'est exactement quand on a l'impression qu'on peut faire bouger, ne serait-ce que sur localement, etc. Même il y en a même qui ont plus d'ambition. Oui, je pense que l'engagement est pour les jeunes un moyen de se dire que voilà, ils vont construire ce monde et pas le voir s'échapper de leurs mains, quoi, parce que c'est pas sain. L'engagement, c'est une manière, c'est un moyen sûr de donner du sens, Gemma? Je ne suis pas sûre. Ça dépend aussi de quelle raison on prend pour s'engager. Parce que si c'est pour être bien et se donner bonne conscience ou pour chercher à tout prix un bien-être pour soi-même, ça dépend. Pour moi, l'engagement, oui, bien sûr. Mais ça demande, je pense, que dans cette quête d'essence, dans cette prolifération du marché du bien-être, parce qu'il y a vraiment une marchandisation des affects, une marchandisation de bien-être. Il vient de sortir un bouquin qui s'appelle Happycracy. Vraiment, cette norme, vous devez être heureux. Et si vous ne l'êtes pas, c'est votre faute. Je ne sais pas pourquoi.
parce que vous n'avez pas fait le nécessaire pour avoir les poids qu'il faut, les sourires qu'il faut, les métiers qu'il faut. Donc, toutes ces obligations qu'on nous font dire, ah voilà, vous devez manger 5 fruits et légumes par jour, vous devez marcher 10 000 pas, vous devez... Et on va vous dire, c'est très bien, vous l'avez fait. Et donc, je pense que là, ces sens bouchent l'horizon immédiatement. Mais ça fait oublier que du coup, dans cet engagement et dans cet sens avec d'autres, ce n'est pas un joli fleuve tranquille, non? Il y a cette joie, mais il y a aussi ce désespoir, il y a aussi cette insurrection, il y a aussi cette résistance, il y a la colère, il y a l'apprentissage, il y a les rires, il y a les larmes, il y a les moments où tu as envie de tuer la moitié des gens, d'envie où tu as... Voilà, il y a tout ce temps-là qui se passe et que je pense que rentrer dans cet engagement signifie faire face à toute cette complexité des réalités. C'est pas... Voilà, c'est la différence entre s'engager, comme on dit maintenant, s'engager dans un programme de bien-être, par exemple, s'engager dans un programme et s'engager au service des autres. C'est peut-être ça, Jean-François Serre? Oui, pas uniquement, parce que quand on utilise les autres pour être bien soi-même aussi... non, mais je veux dire, c'est pas immédiat. Quand j'avais 14 ans, que je m'occupais de groupes scouts, on parlait déjà de se donner bonne conscience en s'engageant. Mais ça semble bête, mais parfois on l'oublie. Parce que je fais ça parce que je me sens bien. C'est la première raison. Et je me sens bien, et c'est bien de se sentir bien. Et non, mais c'est bien de se sentir mal aussi. Voilà. C'est normal de se sentir mal. Non, mais voilà. C'est bien de se sentir mal, mais c'est pas mal de se sentir bien. C'est pas mal de se sentir bien. Vous voyez. Non, mais il y a... Non, mais c'est pas la rhétorique. Parce que quand même, il y a une sorte de contrainte. Ah, on est tous zen, cool, bien, un peu comme... Je ne sais pas si vous avez vu quand même Black Mirror, la série télé. Si vous avez vu les chapitres de la seconde saison, je pense, où vous devez être politiquement correct et sourire à tout le monde. Et tout le monde se note parce que vous êtes gentil, parce que vous êtes heureux. Et plus vous avez des bonnes notes, plus vous avez droit à rentrer, avoir un niveau de vie, un travail et une maison et tout va. Mais je vous raconte pas, je vous fais pas le spoiler, hein, mais voilà. Mais moi, je vais prendre un tout petit peu, pas le contre-pied, mais un peu malgré tout, parce que voilà. Oui, je pense à un chemin sûr, mais l'engagement dans les marges, l'engagement auprès des plus pauvres, l'engagement auprès des plus vulnérables, oui, c'est un chemin sûr. D'ailleurs, c'est le thermomètre de toutes les religions, quelque part. C'est-à-dire l'amour, le fait de s'engager, de se dépasser dans un souci de l'autre fragile, oui, c'est un chemin sûr. D'ailleurs, il vous reste les pauvres. Hein. C'est un chemin où, quand on ne sait pas, si vous ne savez pas où aller, si vous ne savez pas comment votre vie peut avoir du sens, c'est sûr, allez dans ce chemin, vous allez trouver quelque chose. Alors, vous y trouverez, dans un premier temps, le fait que vous le faites pour vous-même. Ben, c'est déjà quelque chose que vous avez trouvé. Vous avez trouvé qu'il y a quelque chose qui bouge en vous. Mais cet engagement, il ne vous laissera pas tranquille, en fait. Et il vous réinterrogera, et puis vous aurez des échecs, et vous vous rendrez compte que l'échec n'est pas grave, parce que vous avez gagné quelque chose que personne ne peut vous enlever. Enfin bref, vous allez trouver des tas de choses dans cet engagement qui sont des choses de l'ordre du sens. Et je pense, oui, que c'est un chemin sûr. Et c'est celui, d'ailleurs, qui garantit même dans le chemin qui est un chemin spirituel, c'est-à-dire la recherche de quelque chose qui nous dépasse, quelque chose qui nous ramène dans un chemin sûr. Parce que on peut être bien perdu dans tous ces chemins-là. Là, quelque part, on peut retrouver son chemin. Voilà. Donc, il y a quelque chose d'assez vrai dans ce que vous proposez. Je suis tout à fait d'accord. Et moi, il me semble quand même aussi qu'il faut s'engager selon ses talents aussi. C'est toujours cette idée que si on s'engage dans la voie qui nous correspond,
voilà, on s'y épanouira plus. Mais ce que je voulais juste ajouter, c'était parce qu'on parle du sens. Alors je ne suis pas croyant, mais les paroles du Christ, je les trouve toujours fascinantes. Et l'amour est absolument partout. Enfin, s'il y a un sens qui se dégage du Nouveau Testament, ce serait peut-être celui-là, non? Enfin, ce qui ressort comme... Et c'était juste pour faire écho à ma propre expérience. Face à la mort, avec ma mère, et puis j'ai perdu aussi mon père et ma grand-mère, j'ai eu la conviction que la seule chose qui pouvait lui faire pendant, c'était l'amour, quoi. Pour tout faire, mais c'est vrai. Et dans l'existence, fondamentalement, qu'est-ce qui vous donne plus de sens à votre existence que ça? Là, il y a toute une série d'amours, et l'amour de son prochain, quand on va l'aider, qu'on va avoir cet échange et cette résonance dont on parlait, c'est littéralement inestimable, quoi. Et je pense que vraiment, ce qui est poser la question de la mort, hein, pour se poser la question du sens, finalement, si on était éternel, est-ce qu'on devrait se poser la question du sens? On pourrait faire tout ce qu'on veut. Non, c'est parce qu'on a une vie finie qu'il faut se poser la question du sens de sa vie. On a vu plusieurs voies, l'engagement, l'amour. Là, on arrive à la fin de notre premier échange. Et le mot de la fin, parce que vous savez qu'ici, vous qui êtes habitués des Mardis des Bernardins, vous savez qu'on finit sur un mot de la fin. Et le mot de la fin, j'aime bien que ça soit un mot d'espérance. Alors, parce que si on parle que du réchauffement climatique, des inégalités, des choses qui ne vont pas, c'est parfait, on s'engage et tout va bien. Mais donnez-nous chacun, à nous, une raison d'espérer. Jean-François. Moi, je peux vous donner ce qui me donne raison d'espérer, c'est que je vois en train de se lever un peu partout ces formes d'engagement de coopérants. Voilà, on le voit vraiment émerger. Alors moi, dans mon expérience, qui est cette mobilisation contre l'isolement, j'étais par exemple dans le Lot la semaine dernière. J'en suis revenu plein de courage. J'ai rencontré des femmes et des hommes qui m'ont témoigné de la façon dont, dans ce département, ils ont accueilli une quinzaine de familles syriennes, comment des équipes citoyennes se construisent. Et depuis 3 ou 4 ans, ce démarrage de lutte contre l'isolement des personnes âgées a démarré là. Il y a une vingtaine d'équipes dans tout le département il y a une sorte de contagion complètement invisible, ascendante, et ça vaut le coup. Ça, il y a quelque chose qui se passe. Alors, c'est mon espérance que quelque chose se passe là. Voilà. Donc, une raison d'espérer, c'est une mobilisation, un engagement pour les autres, mais avec les autres, avec d'autres, quoi. En co-construction. Voilà, c'est cette dynamique, j'allais dire, d'engagement extrêmement humble, extrêmement invisible, dans lequel tant de gens trouvent du sens et de la force collective. Et sincèrement, je suis témoin du fait que c'est en train de se passer. Gemma, une question. J'aime bien vous poser la question. Une raison d'espérer, Gemma. Une raison d'espérer. Je vais dire une banalité, mais à nouveau. Non. C'est que du lieu de ma foi, je peux dire, rien n'est perdu. Rien n'est définitivement perdu, ou rien, comme dit un poème, n'est définitivement une tragédie. Et donc, il y a toujours un brin d'herbe, des morts, et il y a quelque chose qui renaît toujours dans la terre. Et donc, pour moi, ça, c'est vraiment une raison d'espérer. Parce qu'on peut traverser des épreuves, on peut voir non-sens, ça renaît toujours. Et moi, je pense que cette puissance est inscrite dans le cœur de chacun d'entre nous, et cela ne va pas mourir. Donc cette renaissance dans certains lieux, ou ces changements aussi des manières d'imaginer le monde universitaire qui sont en train de se faire,
une raison d'espérer. Gilles Vernet. Alors, je partageais l'idée qu'il y avait un mouvement quand même perceptible dans les populations. Alors, pardon, je dirais qu'il est double. Il est d'un côté, il y a ce qui va vers la bienveillance, la coopération, et puis après, il y a ce qui va vers la haine aussi. Il y a les deux, mais avec le film, j'ai été amené à voir beaucoup toutes les initiatives locales, etc. Et d'une certaine manière, on est dans un monde qui est tellement paroxystique à plein d'égards sur les inégalités, etc., que automatiquement, il génère des contre-feux, des contrepoids qui sont franchement une source d'espérance, en particulier parce que c'est les jeunes qui sont derrière. Et puis, c'est aussi l'idée que vous parlez la mort, la renaissance, c'est-à-dire que toute chose doit mourir pour renaître, quoi, et un système aussi. Donc, je m'inquiète pas. Voilà, il faut bien que les choses, on s'inquiète de tout, mais il faut bien que les choses, elles sont toujours en devenir, et il faut bien qu'elles meurent pour renaître. Et puis, pour terminer, c'est une phrase de Jésus que j'adore, c'est ma phrase fétiche de lui, c'est « Qui, par son inquiétude, ajoutera une coudée à la durée de sa vie ?» Voilà, celle-ci, pour moi, elle est rassérénante et elle donne beau, elle permet d'avoir de l'espoir et de garder la tête sur les épaules. Merci. Merci Gemma Serrano, Gilles Vernet et Jean-François Serre pour ces échanges éclairants. Prochain mardi des Bernardins, le 16 octobre. Que reste-t-il de nos croyances collectives ? Nos invités seront Véronique Albanel, présidente du service jésuite des réfugiés en France, Jean Birnbaum, directeur du Monde des Livres, et le père Paul Valadier, jésuite et philosophe. Merci à tous. Merci.